Et après nous être intéressés donc aux grands risques pesant sur les personnes en situation de handicap en temps de crise, on va se pencher, on l'a déjà un peu évoqué, hein, sur les stratégies opérationnelles à imaginer pour les protéger. Comment on peut anticiper tous ces risques? Et ça, c'est un aspect très important, hein, cette question de la prévention, d'anticipation. Quelles sont les mesures envisagées pour faire en sorte que les personnes soient pleinement mobilisées dans l'élaboration de ces dispositifs de protection? Ça existe, mais ça vaut le coup d'en discuter encore. Pour répondre à ces questions, j'appelle à cette table ronde Virginia Billon, directrice filière handicap au sein de la Croix-Rouge française, Clara Alio-Gazi, adhérente de l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques, et Anne Herry, directrice plaidoyer et relations institutionnelles au sein de la Fédération handicap internationale. On peut les applaudir toutes les trois. Alors, Anne-Héry, première question, qui est une question d'ailleurs que je vous poserai à toutes les trois, on l'a évoqué un petit peu, hein, dans cette première table ronde, sur les stratégies possibles pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap en temps de crise. Est-ce que déjà vous vous retrouvez sur ce qui a été dit, sans refaire la table ronde précédente, mais est-ce que vous vous retrouvez et qu'est-ce que vous aimeriez ajouter à ces fameuses stratégies d'inclusion? Oui, merci. Bonjour. Je suis ravie d'être là et oui, il y a énormément de choses, très intéressantes qui ont été dites dans la première table ronde. Alors je vais essayer de pas répéter, mais ça a été On très, a, on a très pas mal spoilé, hein, ouais, quand même, hein. mais c'était vraiment passionnant. Moi, peut-être ce que je voudrais, ajouter, d'abord sur le contexte actuel, c'est vrai que, donc Handicap International, on travaille beaucoup, sur la problématique des armes explosives et de l'impact des armes explosives et bien sûr sur la question du droit des personnes handicapées. Donc on est un petit peu à la croisée de ces chemins-là. Déjà, on est dans un contexte vraiment dramatique, record mondial du nombre de conflits armés. On est à 130 conflits armés internationaux recensés. Record du nombre de personnes victimes des bombardements, des armes explosives. Et nous, on travaille beaucoup à documenter l'impact de ces bombardements en zone de plus en plus peuplée. Et c'est vrai, ce qu'on oublie souvent, évidemment, il y a les morts, les blessés, mais il y a aussi tout l'impact sur les infrastructures essentielles qui ajoutent encore, on appelle ça l'effet domino en fait, sur les populations civiles et parmi elles, bien sûr, des personnes en situation de handicap, des personnes blessées, des personnes victimes de maladies chroniques par exemple, ou en condition de maladie chronique, donc des personnes qui se retrouvent doublement impactées. On constate aussi des attaques qui sont maintenant systématiques et ciblées sur les infrastructures de santé, sur le personnel de santé. Donc là aussi, ça a un impact extrêmement fort. Donc voilà, on est dans ce contexte-là. Peut-être ce que je voulais aussi ajouter, c'est quelques exemples, parce qu'on a eu des exemples vraiment très forts sur la Roumanie, sur l'Ukraine, sur ces pays-là. Nous, on fait aussi tout un travail de documentation de l'impact sur les personnes handicapées. Et donc, quelques exemples un petit peu concrets. En Ukraine, par exemple, on a publié ce qu'on appelle une fact sheet sur les personnes handicapées en Ukraine et la manière dont elles étaient impactées. Et en fait, seulement 5,5% des bénéficiaires humanitaires ont été identifiés comme personnes handicapées, alors qu'au moins 25% des ménages déplacés comprenaient une personne en situation de handicap. Donc on voit bien qu'il y a un gap en fait dans la façon dont on recense et on identifie et on cartographie ces personnes. En Afghanistan, 13% des personnes en besoin humanitaire sont en situation de handicap, mais elles sont souvent non prioritaires ou exclues de la réponse. Euh, on a beaucoup parlé, je voudrais aussi citer un exemple qui m'a beaucoup touchée. On a beaucoup parlé des personnes à mobilité réduite ou en fauteuil et de la difficulté d'évacuer, d'accéder aux abris. Moi, j'ai le souvenir d'une jeune Syrienne, Noujine, qui travaille beaucoup avec nous. Donc, elle est en fauteuil. Elle travaille beaucoup avec nous dans les conférences internationales sur les bombardements en zone urbaine. Et ça a été un vrai plaisir de la voir grandir et se renforcer et être de plus en plus assertive dans la façon dont
elle faisait du plaidoyer en fait pour les personnes handicapées et elle nous racontait que elle était à Alep au moment des bombardements, habitant au premier étage sans ascenseur, enfin les ascenseurs ne fonctionnaient plus et que non seulement elle n'arrivait pas à accéder aux soins de santé, et je sais que dans cette table ronde, il y avait le directeur de l'hôpital d'Alep qui était là et il était bouleversé d'entendre le témoignage de Noujine. Et elle nous disait aussi qu'elle éprouvait un énorme sentiment de culpabilité parce que comme elle ne pouvait pas fuir, sa famille était obligée de rester avec elle. Et ça, c'était quelque chose qui l'impactait énormément et on l'oublie trop souvent. Voilà, je voulais revenir sur ces exemples-là. Maintenant, les solutions. Je dirais que la première chose, et Marion et Diana l'ont très bien souligné dans la première table ronde, c'est de travailler avec les personnes handicapées elles-mêmes et avec les organisations de personnes handicapées. C'est un vrai défi. Handicap international, on essaye de le faire, que ce soit au niveau international avec International Disability Alliance, au niveau européen, mais aussi dans les pays touchés par les crises, en essayant de travailler avec ces organisations-là. Et croyez-moi, quand vous arrivez dans un contexte de conflit, ça n'est pas évident d'identifier les acteurs et de faire en sorte qu'ils soient inclus dans les systèmes de coordination. Donc je dirais donc ça c'est un préalable. Et puis 3 choses. Première chose, rendre visibles les risques oubliés. Donc je le disais, souvent les données ne sont ni ventilées, ni collectées avec des outils adaptés. Donc ça c'est essentiel. Deuxièmement, mettre en place une stratégie d'inclusion à 2 volets, une stratégie duale. Premièrement, inclusion transversale de la question du handicap dans tous les secteurs, santé, abri, sécurité alimentaire, accès à l'eau et à l'assainissement, dès les évaluations, mais aussi dans les budgets et dans les mécanismes de redevabilité. Et aussi des actions ciblées, donc maintenir des activités spécifiques essentielles comme la réadaptation, le soutien psychosocial, les aides techniques, voilà, toutes ces actions-là. Et puis, le troisième grand axe, c'est s'appuyer sur les cadres normatifs existants. Donc, on a parlé évidemment de l'article 11 de la Convention sur le droit des personnes handicapées, mais il y a également une résolution du Conseil de sécurité, la 2475, sur les personnes handicapées dans les conflits armés. Et puis, influencer, bien sûr, toutes les stratégies des bailleurs de l'aide humanitaire. La France a une stratégie humanitaire dans laquelle il est question des personnes handicapées, mais pour l'instant, il n'y a pas énormément ça ne débouche pas sur des actions forcément très concrètes, d'autant qu'on est dans un contexte de réduction. Marion Steph, vous parliez de la stratégie de ECHO, bien sûr. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire de ce point de vue. D'accord, très bien. Donc ça fait partie des premières pistes. Clara Aliogazi, j'imagine que vous allez nous parler de prévention, parce que la prévention est très importante de là où vous venez. Est-ce que, puisqu'on a évoqué énormément d'actions qui ont lieu en situation de crise, moi, je reviens un peu, alors je ne veux pas revenir sans cesse à la table ronde, à la première table ronde, mais on a évoqué aussi tout ce qui était à mener, à faire avant que les crises n'interviennent. Est-ce que ça, c'est un aspect qui, selon vous, est un axe fort de la stratégie qu'on va proposer pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap avant la crise? Bien évidemment. Juste un mot sur l'AFP-CNT. Donc, on est Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. Donc, nous, on est une association qui agit d'abord sur la prévention des risques et auprès de publics très divers. Donc, la question de s'adapter aussi aux besoins de différents publics, elle s'est posée à nous quand on a voulu travailler justement avec des personnes porteuses de handicap. Et en fait, on est parti aussi, je vais expliquer un peu la démarche qu'on a eue, c'est qu'on est parti sur l'organisation de différents ateliers d'écoute, d'échange, pour justement comprendre les besoins. Et nous, qui ne sommes pas association spécialisée justement sur les sujets liés au handicap, savoir comment
déjà organiser ces ateliers, mais aussi comment mobiliser les participants à ces ateliers, puisqu'on n'y avait pas accès. Et donc, on a fait un travail de prospection assez important pour être en contact, notamment avec des associations locales qui pouvaient servir vraiment de point de contact pour l'organisation de ces ateliers. Et donc, ce qui ressort déjà des ateliers, des échanges qu'on a eus avec les participants, c'est que il y a différentes temporalités effectivement de la prévention. Il y a une prévention qui va venir avant la crise, bien évidemment. Et nous, on a des actions qui sont menées notamment à ce niveau-là, puisqu'on a par exemple des jeux de sensibilisation au risque. Et on a voulu, par exemple, adapter un des jeux de sensibilisation. Donc, il y en a un qui consiste à constituer le kit d'urgence dont vous avez sûrement connaissance. Donc, c'est un sac qui va contenir des denrées alimentaires non périssables, des papiers importants, des doubles clés, etc. Et au départ, ce jeu, on l'avait sous format papier. On avait les dessins et l'écriture liée à l'objet, ou alors sous format objet. Mais quand on a voulu aussi le mettre en pratique avec des personnes notamment porteuses de handicap visuel, on a pu échanger avec une association qui s'appelle Accessi Jeux, qui est spécialisée sur l'adaptation de jeux pour des personnes malvoyantes et aveugles, et qui nous a suggéré d'ajouter des étiquettes en braille aux objets et aussi des puces NFC audio pour les personnes non braillistes. Donc voilà, déjà, il y a sur cet aspect adaptation, on va dire, des supports de sensibilisation. Mais la prévention, elle est faite aussi en amont pour le moment de la crise. Et donc, ça peut passer à travers différents types d'actions aussi, que je vais pas tout évoquer tout de suite, mais notamment au niveau des systèmes d'alerte, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Une des participantes, par exemple, aux ateliers qui était sourde, nous disait, donc aujourd'hui, on a les notifications diffusées par FR Alert sur les téléphones qui sont associées à un signal sonore. Elle nous disait, si moi je suis dans ma voiture à ce moment-là, je ne prends pas compte forcément de la notification et donc je peux éventuellement me mettre dans une situation de danger. Voilà. Après, il y a toutes les dimensions d'évacuation, mais j'approfondirai pas dessus parce qu'on en a déjà un peu parlé. Et puis, après la crise, puisque la prévention, c'est aussi la prévention de ce qui se passe après, au moment de la reprise, de la reconstruction et du relèvement. Et donc, c'est aussi pouvoir prévoir l'inclusion de personnes en situation de handicap dans les retours d'expérience, ce qui n'est pas forcément systématique aujourd'hui. Voilà, c'est quelques pistes en tout cas que je peux déjà évoquer à ce niveau-là. D'accord, très bien. Déjà, c'est des premières pistes et puis ça permet de comprendre aussi qu'il y a plusieurs temps dans la prévention. Virginia Billon, justement, peut-être une réponse possible sur ces fameuses stratégies à mettre en place. Clara évoquait ces 3 temps de la prévention. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces 3 temps? Et puis après, au-delà de la prévention, il y a des stratégies aussi à mettre en place beaucoup plus opérationnelles qui ne relèvent pas de la prévention. Oui, je m'y retrouve, puisque alors peut-être pour rebondir également avec la table ronde, la première table ronde, se dire que les associations de sécurité civile s'emparent de cette question, puisque la Croix-Rouge française a cette particularité d'être et association de sécurité civile et association de gestionnaires d'établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires. Alors certainement, en fait, cette double réalité de la Croix-Rouge, une association où la réponse à la crise est une des 5 priorités du conseil d'administration. Donc la réponse à la crise, elle n'est pas uniquement au sein de la Croix-Rouge traitée par la partie bénévole secouriste. Historiquement un petit peu, pour être quand même très très honnête. Mais ça a quand même extrêmement bougé depuis ces dernières années. Il faut dire que le contexte géopolitique a été rappelé. Le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est quand même extrêmement impacté. Et je me permets juste une parenthèse parce qu'on était dans les tristes records ces dernières années. Il y a un autre triste record, c'est le nombre d'humanitaires tombés dans le cadre de leur mission. Donc
cette réalité ainsi que les risques climatiques. La Croix-Rouge française était aussi très fortement mobilisée dans l'ouest de la France dans le cadre de nombreuses opérations d'évacuation, fait que cette réponse à la crise, elle est vraiment en tête de nos priorités d'action. Une fois qu'on se dit ça, OK, on l'écrit dans notre projet associatif, dans notre stratégie 2030, mais qu'est-ce qu'on fait ? On a parlé beaucoup de se préparer. Alors, on avait une vieille baseline à la Croix-Rouge, se préparer à être prêt. Ouais, se préparer à être prêt. Voilà. On doit se préparer à être prêt. Ça veut dire quoi, se préparer à être prêt ? Ça veut dire, par exemple, que chaque année, l'ensemble de la Croix-Rouge française, établissements comme Vie bénévole, on est mobilisé pour participer à la Journée nationale d'exercice, donc la GINEX, parce qu'on adore les acronymes à la Croix-Rouge. Donc, on est tous sur le pont lors de la GINEX. Et on travaille ensemble. Vie bénévole et établissement sont ensemble. Alors, ça peut être un exercice sur table avec des impulsions, des catastrophes qui nous tombent dessus pendant toute une journée. On doit les gérer en grandeur nature. Et puis, il y a des exercices, cette fois grandeur nature, dans les établissements et services. Moi, au sein de la filière handicap, donc la filière dont j'ai la responsabilité, il y a de nombreux établissements médico-sociaux qui mettent en place des exercices de crise qui intègrent les personnes accompagnées. Il n'y a pas uniquement le directeur avec son codir dans une salle de réunion, c'est vraiment toute la structure qui, sur une demi-journée parfois, parce que en réalité, en fonction de la réalité des structures, l'exercice à la crise ne sera pas le même dans un ESAT, dans une maison d'accueil spécialisée, bien évidemment. La participation des personnes ne sera pas forcément la même, mais elle est intégrée dans les scénarios, puisqu'en fait, c'est la direction de l'urgence et des opérations qui travaille des scénarios et qui les travaille avec nous, filière handicap, pour qu'on y amène justement cette touche de réalité et de terrain. Donc ça, c'est pour se préparer. On a travaillé également, alors c'était pas une crise, c'était plutôt un événement festif. Je pense aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Mais pour nous, c'était quand même un sacré défi. Parce que j'ai repris, en préparant cette table ronde, j'ai repris un peu les chiffres. En fait, on a géré 900 postes de secours pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, 4000 bénévoles mobilisés des 4 coins de la France, dont les territoires ultramarins, 300 à 400 bénévoles mobilisés chaque jour. On a beau avoir l'habitude de gérer la crise, sur une période aussi longue, une telle mobilisation bénévole, c'était quand même une très grande première pour nous. De ce fait, quand on a pensé l'organisation, donc des mois à l'avance, sur les postes de secours, on a tout de suite pensé à l'accessibilité des postes de secours. Et moi, j'ai été sollicitée pour venir travailler avec les collègues de la direction des urgences et des opérations. Alors moi, mais du coup, les établissements aussi, c'est pas toujours moi qui réponds à toutes les questions. Et ça veut dire quoi, réfléchir à l'accessibilité d'un poste de secours ? Ça veut dire que sur nos plateformes logistiques où il y a tous les véhicules, il y a forcément des véhicules PMR, parce que si on a évacué une personne en situation de handicap avec un fauteuil électrique, le fauteuil électrique ne rentrera pas dans l'ambulance. Donc, il faut bien que la personne, lorsqu'elle arrive à l'hôpital, elle puisse récupérer son fauteuil électrique. Donc, on avait des véhicules prêts à partir. On avait des pictos aussi qui avaient été mis en place dans les postes de secours pour que sur la gestion de la douleur, sur comment allez-vous, où avez-vous mal, ça puisse être utilisé par les bénévoles secouristes. Et dans le cadre des formations des bénévoles secouristes, on avait mis ce point d'attention en disant les pictos, là, c'est pas juste un truc pour les enfants, il se joue d'autres choses et vous pouvez aussi avoir à secourir des personnes avec des besoins spécifiques. Voilà, et peut-être pour pas trop, je sais que le temps est limité, on a parlé de la place des personnes concernées pour les personnes en situation de handicap, mais comme toutes les personnes en situation de vulnérabilité, effectivement, faut s'appuyer sur leur expérience, faut pas oublier au moment de la crise de leur poser les questions, de leur faire confiance et ne pas les considérer comme des petites choses fragiles à sauver.
Très bien. Alors, justement, moi, je me permets de revenir sur, et je voulais me tourner vers Clara pour cette question sur l'anticipation des risques, hein. Vous nous avez parlé, Clara, des 3 temps de la prévention. Mais il y a aussi une nécessité et justement, vous avez commencé à évoquer un petit peu le sujet, c'est-à-dire que le handicap, c'est pas quelque chose d'uniforme. Il y a différentes formes et des grandes spécificités. Il y a il y a toutes sortes de handicaps, parfois même des handicaps invisibles. Comment est-ce qu'on fait justement quand on s'inscrit dans cette logique de prévention pour tenir compte de ces différents types de handicap? Ça a été évoqué d'ailleurs sur la première table ronde, hein, sur des personnes qui sont malvoyantes, qui entendent mal, ou au contraire qui sont en situation de handicap moteur. En fait, tout ça, c'est très différent. Est-ce qu'on fait pour embrasser cette diversité des besoins des personnes en situation de handicap, en situation de crise, en plus, où il faut aller assez vite quand même? Alors déjà, c'est comprendre les différents types de vulnérabilité. Tout à l'heure, on parlait des différents risques. En fait, au cours des échanges qu'on a pu avoir pendant les ateliers, c'est vrai que, bon, au-delà de vulnérabilités physiques liées au handicap, il y avait aussi parfois donc des vulnérabilités aussi sociales qui pouvaient être identifiées avec certaines personnes qui pouvaient aussi se trouver en situation peut-être d'isolement. Des vulnérabilités aussi parfois plutôt psychologiques, dans le sens où le fait de ne pas avoir accès à certaines informations pouvait créer aussi une anxiété, un stress sur comment se protéger, quel comportement adopter en situation de crise, et puis aussi des vulnérabilités technologiques, puisque aujourd'hui on passe beaucoup aussi par des outils numériques pour diffuser un certain nombre d'informations, et donc pour certains publics, c'était aussi des outils qui étaient plus ou moins adaptés. Donc, comprendre déjà ces vulnérabilités, c'est aussi comprendre les réponses ou les actions, en tout cas, qui peuvent être apportées. Ce qui permet aussi un élément qui a été évoqué tout à l'heure, la perception du risque. Selon, forcément, tout à chacun, on a une perception du risque différente, elle peut être accrue, justement. Par exemple, on avait un participant qui disait, mais quand il y a des fortes pluies, donc qui était malvoyant, et il disait que quand il y avait des fortes pluies, ça modifiait toute sa perception de l'environnement alentour, donc au niveau des bruits, mais aussi au niveau du sol mouillé, par exemple, avec la canne. Et du coup, dans le même temps, ça renforce cette situation de stress, mais aussi ne pas identifier, par exemple, des zones de refuge ou d'évacuation. Voilà, c'est cette perception des risques, en tout cas. Pour nous, c'est un élément aussi à comprendre, parce que forcément, on ne va pas apporter les mêmes réponses. Alors, nous, on a eu des ateliers avec, donc je disais, des personnes en situation de handicap visuel et auditif. On n'a pas pu avoir accès à d'autres publics, mais c'est une des difficultés que j'évoquerai tout à l'heure. On a aussi essayé d'intégrer des temps d'échange sur les actions co-pensées et co-construites pendant ces ateliers. Et donc, ce qui ressortait, par exemple, c'était de pouvoir aussi faire remonter les informations auprès des autorités locales. Puisque aujourd'hui, par exemple, les messages de prévention, c'est pas nous en tant qu'association, on peut faire de la prévention, mais voilà, c'est pas nous qui allons diffuser des messages d'alerte. Et donc à La Réunion, donc on a travaillé sur différents territoires, à Rouen, à Châtellerault, à Saintes et à La Réunion. Et à La Réunion, il y a un message qui a été en tout cas transmis aux autorités locales pour pouvoir intégrer par exemple des messages en langue des signes du créole local dans les messages diffusés à la télévision, par exemple. Voilà. Et peut-être pour terminer, il y a aussi cette idée de pouvoir, je disais, nous, on a contacté aussi des structures spécialisées. Donc il y a ce travail aussi entre multi-acteurs, et on en parlait tout à l'heure, la rencontre de deux mondes.
C'est aussi pouvoir savoir à qui s'adresser, mais aussi créer des liens. Parce que nous, à FPCNT, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissaient avant aujourd'hui. Donc voilà, c'est aussi pouvoir établir ces partenariats entre structures de différents mondes, on va dire. Je voudrais que Virginia peut-être réagisse sur cette nécessité justement de collaborer, de s'appuyer sur les forces existantes et sur les expertises existantes, parce qu'effectivement, quand on pense handicap, il y a tellement de différences, tellement de différentes formes de handicap. Peut-être que une des pistes, une des solutions justement pour anticiper et travailler correctement, c'est d'appuyer sur toutes sortes d'acteurs en fait très différents. Donc il y a cet enjeu de coopération. Vous partagez ce diagnostic? Oui, oui. Et nous, on a même un enjeu de coopération en interne, mais qui nous fait avancer justement dans ce sens-là. Donc, c'est plutôt vertueux, puisque je le disais, hein, historiquement, la Croix-Rouge française, bénévoles et partie établissement, on se côtoyait assez peu. Depuis quelques années maintenant, on apprend à travailler ensemble et c'est un vrai levier. On évoquait les handicaps invisibles, par exemple, sur les formations au premier secours. Donc là aussi, hein, avec tout le catalogue qui va bien sur les initiations aux risques, etc. Mais la fameuse formation au premier secours citoyen, PSC, voilà, j'avais dit qu'on aimait bien les acronymes. Euh, Là, historiquement, à la Croix-Rouge, il y avait déjà un module PSC autrement capable, dont le contenu était pensé pour des personnes, alors avait été pensé par et pour des personnes en situation de handicap moteur, et il y avait un autre module pour des personnes avec des déficiences sensorielles. Et comme justement les établissements et services de la filière, depuis maintenant quelques années, réfléchissent à la réponse à la crise et à la réponse aux situations d'exception, ils ont beaucoup sollicité le réseau bénévole et les formateurs bénévoles pour mettre en place ces formations PSC à destination des personnes en situation de handicap accompagné. Et très, très majoritairement au sein de la Croix-Rouge, pour la petite centaine d'établissements et services qu'on gère, on n'est pas du tout sur ce type-là de handicap. On va être sur autisme, situation dite complexe, handicap psy. Ce qui fait qu'on travaille actuellement, donc c'est les collègues du pôle formation bénévole qui travaillent, mais qui nous ont sollicité, qui ont sollicité la filière pour qu'on puisse travailler avec eux des modules de formation au premier secours à destination de personnes. Alors, vous évoquiez handicap invisible, autisme, déficience intellectuelle. Donc là, ils sont en train un peu de plancher sur le fond. Et puis après, l'idée, c'est de solliciter les établissements et les services, donc de solliciter des personnes concernées pour qu'elles puissent donner leur avis sur le contenu de la formation et qu'on puisse avoir un PSC, enfin d'autres PSC autrement capables, plus ouverts et qui répondent à plus de besoins spécifiques. Très bien. Ça, c'est très intéressant en plus parce que en fait, c'est une progression perpétuelle. En fait, hein. On est en découverte perpétuelle aussi de nouvelles manières de percevoir le monde aussi, avec des fragilités différentes. Et il y a cet enjeu de coopération qui fait progresser tout le monde en réalité. Hein. On est d'accord. Oui, oui, oui. Et elle fait progresser tout le monde. Elle fait progresser aussi la vie bénévole qui, je partage ce qui a été dit. Alors du coup, je le partage moyennement, mais c'est vrai que sur le fait que les associations de sécurité civile ne sont pas prêtes, je me disais, oh quand même, elles essayent. Alors en tout cas, la Croix-Rouge française essaye. Et sur les bénévoles, c'est pareil, on travaille dans le cadre d'un projet européen à mettre en place des formations pour développer le bénévolat des personnes en situation de handicap. Et on profite de ce sujet pour également monter des formations de sensibilisation et d'acculturation au handicap pour les bénévoles. Et on travaille ça avec des sociétés, alors, voilà, des sociétés nationales sœurs, donc la Croix-Rouge italienne, la Croix-Rouge grecque, la Croix-Rouge portugaise, sont à nos côtés, puisque eux, chaque Croix-Rouge, à l'exception de la sécurité civile qui est propre à toutes les sociétés nationales, mais après sur des activités, chacun développe ses activités en fonction de la réalité de son pays. Donc on est les seuls, la Croix-Rouge française, à être gestionnaire d'établissement. Donc les seuls, peut-être, on a un tout petit coup d'avance, même s'il reste beaucoup à faire. On n'est pas encore arrivé. Mais on a un tout petit coup d'avance sur ces questions d'inclusivité. Et c'est pour ça que les sociétés nationales sœurs sont très intéressées, parce que se poser la question, donc c'est là où je rejoins ce qui a été dit ce matin, mais ne savaient pas par quel bout le prendre.
Très bien. Donc, Anne-Héry, justement, sur cette question de la coopération, de l'acculturation, de faire dialoguer, en fait, c'est un axe fort, hein, de nos échanges depuis le début de ce séminaire, de faire dialoguer deux mondes, voire plein d'autres mondes autour de cet enjeu du risque pesant sur les personnes en situation de handicap en temps de crise. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette importance justement de faire collaborer peut-être des acteurs très différents qui n'ont peut-être même pas l'habitude de collaborer habituellement? Il y a un changement culturel à opérer selon vous? Oui, bien sûr, je pense que tout le monde l'a souligné. Moi, mon expérience personnelle, elle a surtout été sur comment faire communiquer le monde humanitaire et le monde du handicap. Et je pense qu'il y a eu un vrai changement au moment du sommet mondial humanitaire qui a eu lieu à Istanbul en 2016. Oui, c'est ça, 2016. Où là, voilà, un des résultats majeurs du sommet, ça a été une charte sur l'inclusion des personnes handicapées dans l'action humanitaire et qui a été réalisée grâce à la collaboration des organisations de personnes handicapées et d'un certain nombre d'organisations humanitaires. Alors, c'est une charte, donc c'est un document d'engagement politique très, très général. Et cette charte, elle a été complétée depuis par un travail au sein d'un organisme qui s'appelle le IASC. C'est en gros le comité interagence qui rassemble les agences humanitaires des Nations Unies, UNICEF, UNHCR, Programme alimentaire mondial, mais aussi la Fédération des Croix-Rouges et Croissants-Rouges, et aussi des collectifs d'ONG. Et donc, il y a un groupe de travail qui a travaillé sur des lignes directrices pour l'inclusion des personnes handicapées dans l'action humanitaire. Et ces lignes directrices, elles insistent justement sur le fait qu'il ne faut pas avoir une approche uniforme de l'inclusion du handicap parce que, vous l'avez vraiment souligné, donc je ne reviendrai pas là-dessus, mais il y a vraiment un nombre de défis selon le type de handicap. Moi, je voudrais aussi ajouter quelque chose. Nous, on travaille beaucoup aussi dans le cadre de réponse humanitaire parce que c'est pas seulement les différents types de handicap, c'est aussi ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Si vous êtes en Afghanistan, une femme handicapée n'aura pas, en situation de handicap, ne sera pas dans les mêmes conditions qu'un homme en situation de handicap. Dans des contextes de guerre, si vous regardez des personnes blessées, un homme qui va être blessé par arme explosive, il sera soupçonné d'être un ancien combattant et c'est pas évident non plus qu'il soit traité de la bonne façon. Des personnes âgées qui sont en situation de mobilité réduite, bien souvent, ça va être des personnes qui sont extrêmement réticentes à fuir, à évacuer, parce qu'elles ne veulent pas partir. Et ça, nous, on se bat souvent contre cette notion de corridor humanitaire, parce qu'on a l'impression que tout le monde a été évacué, mais en réalité, il y a des gens qui restent, et alors là, eux, ils n'ont plus accès à rien, et en plus, ils sont à risque d'être bombardés, puisqu'on considère que la zone a été évacuée. Donc, en fait, il faut regarder un petit peu ces conditions croisées. Et peut-être ce que je voudrais dire en conclusion de ce point-là, c'est qu'en fait, d'anticiper les risques pour différents types de handicap, c'est vraiment pas ajouter une couche de complexité, c'est vraiment renforcer l'efficacité, la sécurité et l'équité de l'action humanitaire. Donc c'est vraiment fondamental. Merci beaucoup. On va s'intéresser, c'est notre dernière question, peut-être aux difficultés encore à surmonter, hein. Virginia, peut-être prendre la parole sur le sujet. Il y a eu plein d'initiatives, il y a des tournants aussi, hein. Vous évoquiez cette conférence d'Istanbul où il y a des choses qui commencent des dialogues qui commencent à se mettre en place, des actions dans la proximité, des actions très tournées vers la prévention. Qu'est-ce qui manque et c'est quoi les difficultés encore, les obstacles encore à surmonter pour faire dialoguer tous les acteurs et les mettre en ordre de bataille pour travailler à ce sujet de la prise en compte de ces vulnérabilités? La représentation. La représentation, le regard qu'on porte sur la vulnérabilité. Enfin, là aussi, nous, c'est un sujet majeur au sein de la Croix-Rouge. Les bénévoles secouristes, ils ne sont pas formés à l'approche. Ce sont des bénévoles, hein, ce ne sont pas des professionnels. Était évoqué sur la première table ronde des urgentistes qui sont des professionnels.
Mais sur les bénévoles, ils viennent pour avoir un engagement. Quand on vient pour un engagement secouriste, on vient parfois un peu, je vais être caricatural, ils m'en voudront pas. On vient un peu pour sauver le monde. Donc voilà. Et on donne beaucoup de soi, hein, parce que moi j'ai beaucoup de respect voilà, pour tous ces gens qui donnent tout leur week-end. Enfin, en termes d'investissement, c'est un investissement. Mais justement, l'investissement est tellement gigantesque que la question d'un peu professionnaliser cette réponse, le regard qu'on porte sur l'autre. Alors là aussi, hein, j'ai beaucoup parlé de formation. Ça passera pas de la formation. Nous, c'est des enjeux qu'on a aussi. Je vais balayer devant ma porte également parce que côté établissements médico-sociaux, le regard qu'on porte sur l'autre, on peut aussi un peu progresser. Il y a encore pas mal de taf. Donc, mais là aussi, on a quelque chose qui nous lie à la Croix-Rouge française parce que finalement, quand on en parle, on se dit que oui, on doit travailler la représentation aussi bien des salariés que des bénévoles, donc de la communauté des volontaires, et que il y a du sens à les faire se rencontrer sur ce thème-là pour que justement ils changent un peu leur représentation. Ça, c'est le côté accompagnement au changement dans le dur. Et puis, de manière peut-être plus anecdotique, mais on a beau se le dire, a été évoqué les retours d'expérience sur la première table ronde. Nous, on n'arrive jamais à sortir un rétexte dans les temps, quoi. Parce que alors le rétexte, c'est pareil, hein. Autant vous dire que dès qu'on sort d'une crise ou d'une situation de déception, rétexte. Et en fait, dans la vraie vie, dès qu'on entre en rétexte, déjà, on a tous envie de souffler. On a évoqué l'Ukraine, on a été très mobilisés, par exemple, pour ouvrir des centres d'hébergement d'urgence. Et à l'époque, moi, je travaillais en région, donc je les ai ouverts avec les bénévoles et des personnes, d'ailleurs, accompagnées en établissement. Une fois que l'adrénaline de la réponse est passée, l'adrénaline, c'est quand même un moment absolument extraordinaire. On est là sur le pont, H24, on dort peu, on répond, on rencontre des gens incroyables, hein, que ce soit Covid, Ukraine, etc. Et puis, une fois que c'est passé, le rétexte, un questionnaire, des groupes de travail, ça va, on va juste aller se coucher, puis on va se dire qu'on était content de l'avoir fait, quoi. D'accord, ok. Donc ça c'est donc je reviens justement à cette question des obstacles. Qu'est-ce qu'il faudrait, comment il faudrait, comment on peut évoluer et quelles sont les difficultés encore à surmonter. Virginia nous a dit qu'il y a ce fameux rapport à la vulnérabilité, ce rapport à la fragilité. Pourtant, on peut se dire que parmi les professionnels de l'humanitaire, ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête, mais pourtant, ce n'est pas encore acquis, hein. Il y a des progrès à accomplir sur le sujet aussi. Oui, alors c'est sûr que nous, on essaye aussi beaucoup de sensibiliser, de travailler avec les organisations de personnes handicapées, d'inclure cette question, de former les organisations humanitaires. Et là, j'espère que je ne vais pas vous saper le moral, mais je dirais que là, un des principaux, donc on parlait des progrès qui avaient été réalisés, mais là, on est dans une situation, une crise financière sans précédent de l'aide humanitaire. Donc, en 2025, il y a eu une chute de l'aide publique au développement mondial de 23%. Et l'aide humanitaire, c'est la plus touchée, donc l'aide d'urgence, elle a baissé de 35%. On est revenu au niveau de 2015, alors que les besoins humanitaires, eux, ils ont augmenté de façon exponentielle. Donc on est vraiment dans un contexte où on a un décrochage, en fait, entre l'aide et les moyens qui sont alloués à l'aide et la réalité des besoins. Et quelque part, on a l'impression que les gouvernements baissent les bras en se disant on n'y arrivera jamais. Et donc, tous les progrès qui ont été réalisés sur l'inclusion, la prise en compte des personnes handicapées, elles risquent de passer à la trappe avec cette diminution. Il faut savoir que la France a diminué de manière vraiment... je ne sais pas comment le dire, mais c'est sans précédent. En 2 ans, la baisse des financements français, c'est 60%. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la stratégie humanitaire française. Nous, on a lutté pour que la question de l'inclusion figure dans cette stratégie. Là, il va y avoir une conférence nationale humanitaire. On va faire la revue à mi-parcours de la stratégie, mais on a assez peu d'espoir pour la suite. Et au niveau international, il y a une dynamique en cours qui s'appelle le Humanitarian Reset,
Alors en français, ça fait la réinitialisation humanitaire, un terme super barbare, mais qui veut dire quoi? Qui veut dire que les agences humanitaires des Nations Unies, donc l'UNICEF, le HCR, le PAM, qui sont confrontés à une réduction sans précédent de leur financement, se disent, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de reprioriser l'aide. Et on va la reprioriser sur ce qu'ils appellent les besoins vitaux. Autant vous dire que l'inclusion des personnes handicapées, il va falloir lutter sévèrement pour que ça reste là-dedans. Donc nous, on se dit, là, on est dans une situation où tous les progrès qui déjà étaient carrément insuffisants ont été accomplis, risquent de passer à la trappe. Donc nous, dans le cadre de cette conférence nationale humanitaire... Qui a lieu quand? qui a lieu, alors la date n'est pas encore certaine. Oui, sur les conférences nationales, c'est toujours... D'accord, 2-3 juin, ok. Peut-être en septembre. En tout cas, pour l'instant, dans nos agendas, c'est le 3 juin. D'accord. Donc, on va vraiment se mobiliser. Peut-être qu'il pourrait y avoir à ce moment-là une prise de parole du secteur du handicap en France pour inciter à ce que la question de l'inclusion reste au cœur des priorités. C'est un peu pour ça que je posais la question. Voilà. C'est peut-être qu'il y a des messages à faire passer aussi à cette occasion-là. Parce que juste un dernier mot, les grands principes humanitaires, c'est humanité, neutralité, impartialité. L'impartialité de l'aide humanitaire, ça veut dire prioriser ceux qui ont les besoins les plus forts. Donc je pense que c'est une question d'impartialité et de respect des principes. Très bien, merci beaucoup. Un dernier mot du côté de Clara sur les obstacles peut-être à surmonter. On a vu, il y a des obstacles culturels, il y a des obstacles financiers très importants. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles selon vous à surmonter pour atteindre cet objectif justement de prise en charge correcte des personnes en situation de handicap en temps de crise? Alors, je reviens sur l'expérience du coup d'une association de prévention des risques. Une des difficultés, donc nous, ça fait depuis 2022 en fait qu'on a commencé à en mettre en place des actions à destination en fait de différents types de publics aussi. On a travaillé avec par exemple aussi avec des publics présentant des vulnérabilités socio-économiques. Et donc, une des difficultés, en tout cas, que nous, on a eu au début dans la démarche, c'était de pouvoir identifier des acteurs aussi bien nationaux que locaux, avec qui travailler, identifier parfois des interprètes aussi en langue des signes française, par exemple, parce que nous, voilà, c'est pas notre première porte d'entrée, on va dire, et donc nouer le dialogue, en fait, je pense que c'est en tout cas un des enjeux. Mais je pense que l'invitation qu'on a eue aujourd'hui enclenche en tout cas une bonne dynamique et du coup aussi d'accéder au public concerné puisque nous, on ne peut pas faire des actions sans parler aux premières personnes concernées. Et puis une autre difficulté qui va être du coup là plutôt du point de vue de la gestion des risques. De manière générale, nous, on a eu des actions très territorialisées au final, mais donc très ponctuelles aussi. Forcément, il y avait une dizaine d'ateliers qui avaient été organisés. Je le disais tout à l'heure, on n'a pas pu justement avoir... Initialement, on voulait aussi organiser des ateliers avec des personnes en situation de handicap moteur, mais voilà, on n'a pas réussi à atteindre les associations concernées et aussi à mobiliser les publics. Donc, il y a aussi cette dimension de peut-être prise en compte plus supra au niveau plutôt national pour les idées qu'on discute, nous, en atelier avec les participants pour qu'elles puissent ensuite peut-être être répliquées à plus grande échelle aussi. Et en tout cas, ça donne des pistes de poursuite et de continuité qui ont déjà été évoquées dans les exemples étrangers tout à l'heure, dont on a parlé à la première table ronde. Mais c'est vrai que l'idée de faire des exercices de gestion de crise où on a justement des personnes en situation de handicap qui participent, l'idée aussi de pouvoir avoir des sortes d'écosystèmes locaux d'acteurs qui permettent déjà d'identifier les personnes concernées, mais aussi d'identifier des personnes, parfois des intermédiaires ou des personnes ressources qui vont justement s'assurer que les bonnes informations ont pu venir auprès des personnes peut-être plus isolées.
Et aussi toujours l'idée c'est toujours cette idée de travailler ensemble finalement, je pense qui ressort. Et voilà, nous en tout cas on est preneurs, on a pour l'instant eu surtout au-delà des ateliers d'écoute, des adaptations, on va dire, de nos supports de sensibilisation, mais on continue la dynamique aussi bien en métropole qu'en outre-mer d'ailleurs. Donc je tiens à le préciser pour qu'on puisse nous aussi mieux s'acculturer finalement à ces sujets et qu'il y ait un partage d'expérience en quelque sorte. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des interventions ou des questions de la salle? Alors, peut-être, voilà, il y en a deux. Voilà. Monsieur, voilà. Et après, je crois qu'il y a une question. Oui, c'est une question qui s'adresse à Clara. Vous avez parlé tout à l'heure de messages en langue des signes. Est-ce que ce sont des messages enfin, c'est prévention, alerte ou urgence? Je n'ai pas tout à fait saisi. Et après, alors peut-être le corollaire là-dessus, mais je ne sais pas si c'est adapté. C'est aussi le message en falque, facile à lire et à comprendre. Est-ce que vous avez quelques précisions là-dessus? Je suis intéressé. Alors, on va prendre l'autre question et puis après, on va laisser répondre. Bonjour, Diego Collat, je suis le Clara. haut fonctionnaire handicap inclusion du ministère des Affaires étrangères et je voulais en fait plus généralement vous remercier d'avoir organisé cette table ronde parce que je repars avec une liste de questions extrêmement précise. Donc nous on s'occupe beaucoup sur toutes ces questions des évacuations des Français de l'étranger notamment et donc toutes les problématiques qui ont été évoquées sur l'accessibilité des consignes, des évacuations, l'urgence sociale, c'est-à-dire la prise en compte des besoins spécifiques, tous ces risques d'abandon, de violence. Le point de monsieur sur l'identité sont des choses que j'ai bien notées. Donc, j'ai une liste de questions à poser à notre centre de crise. Et merci aussi sur cette table ronde-là, sur les questions de partenariat, de visibilité, représentation, de diversité, des problématiques à intégrer. J'ai pris le point budgétaire aussi. On connaît la situation budgétaire globalement de l'État. On nous a encore annoncé 6 milliards de gel cette semaine, mais ça n'enlève rien à la pertinence de votre point. Donc, je voulais plus généralement vous remercier et vous dire que si vous avez d'autres questions que vous voulez que je pose, je suis prêt à les relayer. Je vous remercie beaucoup et merci d'avoir organisé ce extrêmement intéressant table ronde. Merci. Merci à vous. Alors j'imagine qu'il y a d'autres questions effectivement qui pourraient se poser. Là, on a plus trop le temps de. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, monsieur. Peut-être. Est-ce que ça va être très court? Oui. Et c'est une question un peu Oui. plus directe à Anne. Oui. Merci à vous trois aussi, hein, bien sûr, pour ces très beaux exposés. Vous avez dit quelque chose de très important sur les actes, ce que j'appellerais les discriminations qui vont être faites entre diverses catégories de handicap. Là, à nouveau, je reviens sur la visibilité du handicap, des handicaps. Il y a un certain nombre de handicaps qui ne se disent pas, qui ne se voient pas, qui ne s'entendent pas et qui impactent la vie des personnes parfois plus que des situations de handicap plus visibles. Donc je pense que à partir du moment où on introduit une notion de discrimination en tant que choix, discrimination ça veut dire choisir, hein. Ça ne veut pas dire exclure du tout, ça veut dire choisir. Mais à ces moments critiques, parce que ce sont des moments critiques, et je me rappelle que ça avait été évoqué notamment avec les organisations humanitaires, notamment Handicap International. Donc, c'est un point qui importe beaucoup parce que quand on vient aux urgences, on va sur ce qui se voit. Le reste... Exactement. Très bien. Merci beaucoup pour cette intervention. Peut-être, alors une réaction peut-être de Anne. Est-ce que vous souhaitez réagir sur cette question de la visibilité du handicap, effectivement, qui est une question que se posent énormément, même de professionnels de santé, hein, d'ailleurs. Hein. Oui, mais juste pour dire que je faisais allusion tout à l'heure à ces lignes directrices. Clairement, les lignes directrices, elles insistent beaucoup sur la nécessité de prendre en compte tout type de handicap. On prône aussi beaucoup ce qu'on appelle les questions du Washington Group, donc dans la façon d'évaluer les besoins
on utilise ces questions qui permettent de donner vraiment une vision très large en fait. Mais je vous parlais des questions de coupe financière, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une volonté des bailleurs d'être le plus efficient possible. Donc, en gros, on voudrait que pour chaque euro investi dans l'aide humanitaire, vous touchiez le plus de bénéficiaires possible. Et ça, on lutte aussi contre ça. Et c'est pour ça que monsieur du ministère des Affaires étrangères, je sais que dans la stratégie humanitaire française, il y a eu un vrai effort sur l'inclusion des personnes handicapées. Et là, dans la période qui se dessine, on a un risque que tous ces efforts-là soient oubliés. Donc j'espère que dans la prochaine stratégie, on aura bien un accent sur les personnes handicapées et qu'elles seront mentionnées explicitement. Merci Clara. Peut-être juste une réponse sur cette question Oui. plus spécifique. Alors, sur les messages, donc déjà, nous, ce qu'on a déjà pu faire, c'est d'intégrer des insertions du coup en langue des signes française dans des messages de prévention. Donc, il y avait des vidéos qui étaient déjà faites en fait, et donc on a incrusté la langue des signes française. Et puis, sur les messages d'alerte, là, c'est plutôt un message que nous, on va porter auprès des acteurs et des collectivités locales avec lesquels on peut travailler ou avoir des contacts. Donc, on espère que les messages puissent être entendus. Et juste sur le FALC, alors, moi, je ne connaissais pas du tout, du coup. On nous avait parlé, effectivement, pendant les ateliers, de la nécessité d'avoir des supports de sensibilisation où il n'y a pas trop d'informations et ce soit assez lisible. Mais encore une fois, on n'a pas l'expertise en soi. Donc, si jamais vous connaissez... Voilà, on est preneur. Très bien, voilà. Mais voilà, c'était pour répondre en tout cas à la question. Très bien, je vous remercie beaucoup. On peut vraiment applaudir nos trois intervenantes. Donc, on vous remercie beaucoup. Et avant qu'on donne la parole à Charles Gardou, que je vais appeler bientôt, je voudrais qu'on remercie Jérôme Lefebvre de la société Sonophore de la société Sonophore pour la transcription simultanée, et Esteban Ruiz, Amérique Boulard pour la captation vidéo, et Cécile Vallée, chargée de communication au CFHE. On peut vraiment les applaudir.